à toutes et tous de nous rejoindre pour la 11e webconférence Patients en réseau, Odyssea et Dis-moi santé. Ce soir, nous allons essayer de mieux comprendre la recherche clinique, c'est vrai, c'est faux, les ressentis des patients et surtout de répondre à vos questions. Nombreuses questions qui nous ont été remontées via les réseaux sociaux. Donc, merci à toutes et tous pour votre contribution. Donc, pour parler de la recherche clinique, nous avons la chance d'être entourés ce soir d'experts et d'être accompagnés de patients. Alessandra et Emmanuel partageront donc avec nous leur vécu de patients dans la recherche clinique. Le professeur Nicolas Girard de l'Institut Curie sera également avec nous, ainsi que Pascal Deslandes-Ségère de Gustave Roussy, Cécile Charles de Gustave Roussy, et également en ligne, nous aurons Laurence Culine, qui est directrice de la recherche dans l'Alliance Clean Avenir et qui répondra éventuellement aux questions d'ordre juridique ou réglementaire. Donc, pour ceux qui connaissent déjà nos webconférences, nous aurons également le grand plaisir de retrouver en ligne le docteur Talbot qui répondra par écrit à toutes vos questions. Avant de démarrer, juste quelques points de fonctionnement sur ces webconférences. Nous vous rappelons que ces webconférences n'ont pas pour objet d'être des téléconsultations. Nous ne prendrons donc en compte que des questions d'ordre général. Pour toute question relative à votre santé ou à celle d'un proche, bien évidemment, merci de vous rapprocher de votre médecin traitant ou de votre équipe médicale. Nous ne le répéterons jamais assez, il est vraiment plus que jamais indispensable de maintenir la continuité des soins qui est essentiel même en cette période de pandémie. Donc, allez consulter. Après ce point, je vais me tourner virtuellement vers Emmanuel. Merci Emmanuel, merci d'être parmi nous. Vous avez accepté de participer et de témoigner car vous-même, vous avez bénéficié d'un essai clinique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment ça s'est passé dans l'histoire de votre maladie? À quel moment cet essai clinique vous êtes... Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité. Donc concernant l'essai clinique, il m'a été proposé tout au début du traitement, au moment du diagnostic. Voilà. D'accord. Donc à ce moment-là, il y a l'annonce du diagnostic, l'annonce de l'essai, donc beaucoup d'infos. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez accepté de suite? Comment ça se passe? Alors, j'ai déjà eu un laps de temps pour pouvoir réfléchir avant de me prononcer pour l'essai clinique. Après, il s'avérait que l'essai clinique qui m'était proposé était une molécule qu'on me proposait d'une façon traitement ordinaire et s'ajoutait autre chose ou pas dans le cadre de cet essai clinique. Donc, j'avais un peu tout à y gagner, j'avais envie de vous dire. Donc, c'était vraiment dès le début, on me laissait une semaine à peu près pour réfléchir, mais j'avais vraiment tout le temps pour le faire, hein, bien sûr. D'accord, donc vous avez une semaine pour réfléchir. Et en termes d'informations, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu toutes les informations? Est-ce que vous avez été les chercher ou parce que ça, c'est important aussi pour nous de partager les bons sites, les bonnes informations, les plus fiables, etc. Alors, j'ai harcelé régulièrement l'hôpital, notamment le département des essais cliniques, l'ARC, que j'ai même eu des rendez-vous avec eux pour avoir pour des informations, pour répondre à mes questions. Donc, par contre, j'ai pas eu de recherche à faire à l'extérieur du centre de soins. Tout s'est passé dans mon centre de soins auprès des attachés de recherche clinique, de mon oncologue aussi qui a pris le temps de me répondre, bien évidemment. Voilà, donc tout s'est passé là-bas. Tout s'est passé là-bas. Alors justement, ça c'est une question, on reviendra je pense avec d'autres orateurs, d'autres intervenants, qui nous est beaucoup remonté sur les réseaux. Est-ce que quand on rentre dans un essai clinique, on est dans son équipe de soins ou dans une équipe de recherche? Alors, tous les cas sont différents et je pense que les autres intervenants en parleront. Vous avez évoqué ARC, etc. Vous êtes resté dans la même équipe, l'équipe de soins était également l'équipe de recherche clinique? Oui, en fin de compte, le lieu de soins demeurait le même avec ou sans l'essai clinique. Donc après, les interlocuteurs sont les mêmes, donc mon oncologue, et après j'avais l'interlocutrice ou les interlocuteurs des essais cliniques en complément. Hein. Mais oui, c'était exactement le même centre, les mêmes interlocuteurs et le même lieu. Voilà. D'accord.
Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous m'avez dit en ligne, il y a quelque chose que j'aimerais quand même dire, donc allez-y, je crois que c'est le moment. Eh bien, je profite pour saluer et remercier tout le personnel de l'hôpital Tenon qui fait un travail formidable et ce à tous les stades. Et voilà, donc s'il y en a, ben, je voulais les remercier parce qu'ils vraiment ils font un travail formidable et ils accompagnent pour moi en tout cas très bien les patients. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, donc, en termes d'histoire de l'essai clinique, vous êtes sorti de cet essai clinique, c'est ça? Vous avez Oui. terminé? Alors, enfin, voilà, enfin, je suis sorti sans l'avoir terminé, mais je l'ai terminé. Je m'explique. En fin de compte, je l'ai terminé par anticipation parce qu'il a été, j'ai eu beaucoup de chance. Les résultats escomptés sont arrivés plus tôt que prévu. Donc, je suis sorti de l'essai clinique, mais parce que aussi, il avait fonctionné et ce n'était pas nécessaire de poursuivre. J'avais un cycle de 36 cures et je me suis arrêté à la 25e. Voilà, pour être tout à fait précis. Bon, super, merci infiniment. Alors, le professeur Girard, qui est être en ligne, on entend là que Emmanuel a pu bénéficier d'un essai clinique dès la première ligne au moment du diagnostic. C'est des questions qui nous ont été remontées des auditeurs. Est-ce que si on n'a pas un essai en première ligne, on pourra avoir un essai dans les lignes ultérieures? Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, on peut avoir un essai à toutes les étapes finalement de la maladie et de la prise en charge. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les cancers du poumon, on a beaucoup d'essais qui se positionnent en première intention, comme on vient de l'entendre, ou en deuxième intention. Et c'est vrai que du coup, il ne faut pas forcément manquer ce moment, cette possibilité d'un essai, parce qu'un essai thérapeutique, c'est aussi une possibilité supplémentaire de traitement parmi tous les autres traitements que l'on a à disposition de façon standard. Et c'est vrai que dans mon expérience, même si on a quelques études qui sont possibles après 2, 3 ou 4 traitements différents de cancer du poumon, eh bien parfois on a des patients qui arrivent ou qui nous sont adressés par leur équipe médicale avec déjà beaucoup de traitements qui ont été faits et malheureusement on n'a pas d'essai possible disponible. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement les critères pour participer à une étude clinique, ils sont finalement assez précis, assez parfois restrictifs et c'est parfois difficile de comprendre effectivement que il y a cette étude avec ce nouveau médicament qui pourrait convenir et puis finalement les critères qui sont nombreux dans une étude clinique, on a souvent une vingtaine de critères d'inclusion, c'est-à-dire de critères que l'on doit remplir pour pouvoir participer à l'étude, mais on a aussi souvent une trentaine ou une quarantaine de critères d'exclusion, c'est-à-dire de critères qu'il ne faut pas avoir, sinon l'étude n'est pas possible et souvent les promoteurs, c'est-à-dire les personnes qui sont en charge de l'étude, bien entendu, sont assez strictes sur ces critères d'inclusion-d'exclusion, même si on peut toujours demander une exception, c'est en fait rarement accepté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces études, elles sont souvent internationales et donc que les places sont finalement parfois limitées et donc si on ne rentre pas précisément dans tous ces critères, malheureusement, voilà, c'est pas possible de participer à l'étude et je comprends que ce soit une déception. Évidemment pour les patients. Donc l'un des messages, c'est de dire qu'il faut peut-être se poser la question des protocoles et des essais cliniques assez tôt dans la prise en charge de la maladie et pas hésiter à poser la question à son équipe médicale. Merci beaucoup, professeur Girard. Alors, avant de revenir vers vous et de vous poser un certain nombre de questions, j'allais dire un peu étape par étape, on va donner la parole à Alessandra qui va pouvoir donc ouvrir son micro. Alessandra, en fait, est une patiente donc, qui a bénéficié également d'un essai thérapeutique, d'un essai clinique, mais qui, j'allais dire, contrairement à Emmanuel, n'est pas directement rentrée dans un essai au début de son histoire avec la maladie, mais au contraire, nettement plus à distance. Et elle a été aussi très proactive dans sa recherche. Bonsoir Alessandra. Et donc Alessandra, est-ce que vous pouvez nous dire en fait donc quelles ont été les raisons comment vous avez recherché votre essai, comment ça s'est passé? Bonsoir à vous tous. Alors, ma
façon de rentrer dans l'essai clinique a été très différente de celui d'Emmanuel. C'est-à-dire, moi, j'avais déjà beaucoup de traitements derrière moi. Et donc, les moments où l'énième chimiothérapie n'a pas marché, mon oncologue, c'est l'oncologue d'un petit hôpital là où j'habite, voulait me proposer encore une chimiothérapie. Et là, moi, j'ai dit non. Non. Est-ce que, bien sûr, je la ferai qu'il n'y a rien d'autre, mais moi, j'aimerais savoir s'il n'y a pas une autre possibilité. Bon, ça a rendu l'atmosphère au début très tendue entre nous. Il n'était pas content. Mais en même temps, il m'a dit clairement, madame, dans les petits hôpitaux comme les nôtres, il n'y a aucune possibilité de faire de la recherche. Donc, il n'y a pas d'essai clinique. Et heureusement, il collabore avec un grand centre de cancérologie de France, pas de notre région. Et donc, là, lui aussi, il est très proactif. Il a contacté ses collègues. Et 24 heures après, j'avais rendez-vous pour un essai clinique. D'accord. Donc, du coup, Alessandra, en fait, ce qui s'est passé, c'est finalement de façon un peu proactive d'aller échanger en fait avec son équipe et se dire, même si dans mon hôpital, il n'y a pas forcément d'essais cliniques, il peut y en avoir ailleurs. Et on va rentrer après dans les détails là-dessus. C'est vrai que tous les centres ne font pas de la recherche clinique. Et donc, du coup, c'est important parfois aussi en tant que patient de se poser la question, d'en parler avec son équipe. Et du coup, dans la pratique, Alessandra, comment ça s'est articulé entre vos deux équipes? Est-ce qu'on est suivi en même temps par les deux équipes ou on passe de l'une à l'autre? Comment ça s'est passé pour vous, Alessandra? Bon, alors déjà, il faut dire que mon insistance à l'égard d'un éventuel essai clinique, c'était parce que dans les groupes des patients, de l'association des patients où je suis, j'avais beaucoup de fois, malheureusement, vu des femmes qui auraient pu bénéficier d'un essai clinique si on leur avait proposé plus tôt. Et après, les moments où elles allaient trop mal, la réponse était « Madame, c'est trop tard pour un essai clinique. » Parce que ça, on l'entend tous les temps. C'est trop tard pour un essai clinique. Ben, merci beaucoup, Alessandra. Et du coup, ça me donne l'occasion de faire une transition donc, vers le professeur Nicolas Girard. Pour que vous nous redisiez justement, professeur, finalement, dans la pratique, qu'est-ce que c'est que la recherche clinique et les différentes phases de cette recherche et puis, donc pour mieux comprendre aussi si on parle uniquement de médicaments, mais aussi il peut y avoir des essais dans d'autres champs comme la chirurgie, la radiothérapie. Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu ce positionnement global de la recherche clinique? Effectivement, la recherche clinique, c'est se poser les questions sur les prises en charge que l'on propose et finalement tous les traitements que l'on fait de façon standard, enfin, qui sont approuvés, qui sont reconnus, ce sont des traitements qui ont été évalués dans des essais cliniques où on les a comparés aux traitements historiques et puis on a montré que c'était mieux de faire comme ça. Donc la médecine, elle avance comme ça en testant des choses, des nouveaux médicaments, oui, mais effectivement, ça peut être aussi le choix de faire ou de ne pas faire, par exemple, de la radiothérapie après une chirurgie d'un cancer du poumon. Et si on ne pose pas les questions au travers d'études cliniques, eh bien finalement, on n'a jamais les réponses. On a des ressentis où les patients sont traités différemment d'un endroit à l'autre en fonction du ressenti du médecin, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc les essais cliniques, c'est une comparaison, dans la plupart des cas, entre un traitement historique et un nouveau traitement. Alors ça peut être effectivement une nouvelle molécule de chimiothérapie ou d'immunothérapie qu'on va comparer à un traitement antérieur, mais ça peut être effectivement la radiothérapie. Et j'ai un exemple, lors du dernier congrès européen d'oncologie, les SMO, ont été présentés les résultats d'un essai où, après une opération d'un cancer du poumon, il y a eu un tirage au sort entre la radiothérapie complémentaire sur la zone opérée, qui est notre traitement historique depuis les années 70, que personne n'avait remis en cause jusque-là, et pas de radiothérapie. Donc c'est un essai qui a été très difficile à mener parce que tirage au sort entre deux stratégies, et puis en plus tirage au sort entre une stratégie où on fait un traitement
en plus, donc on a l'impression que c'est mieux, et une stratégie où on ne le fait pas. Donc c'est une étude qui a mis 7 ans à recruter 500 malades. Et finalement, les résultats montrent que les patients qui n'ont pas eu la radiothérapie, qui n'ont pas eu le traitement historique, allaient beaucoup mieux sur le long terme que les patients qui l'avaient reçu. La radiothérapie a été identifiée comme étant mauvaise, délétère pour la survie des malades. Donc, c'est un très bon exemple, ça, parce que ça a remis en cause immédiatement, le lendemain de la présentation de ces résultats, on a arrêté de faire de la radiothérapie, alors que c'est le traitement qu'on fait depuis 30 ans. Oui, c'est l'occasion de rebondir. Par exemple, dans les cancers du sein, il y a eu beaucoup d'essais également de ce qu'on appelle de désescalade. C'est un peu ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on imagine souvent la recherche clinique comme un traitement en plus, un traitement nouveau, mais il y a aussi toute cette notion de stratégie, de séquence, où finalement, on pourrait dire que vous utilisez les essais et la recherche clinique pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posez pour petit à petit faire évoluer et améliorer les prises en charge pour qu'elles soient de plus en plus spécifiques, performantes. Et donc, parfois, c'est en plus ou en moins. Il n'y a pas une règle toujours dans le même sens. Et effectivement, la sensation d'avoir plus n'est pas forcément le meilleur. Hein. Donc, ça, c'est un premier exemple. Donc là, c'est des exemples où c'est des essais qu'on appelle de phase 3, c'est-à-dire des essais où on a un tirage au sort entre le traitement historique et le nouveau traitement. Donc là, avec la radiothérapie, mais ça pourrait être la même chose avec une chimiothérapie versus une immunothérapie, par exemple. La phase 3, c'est ce qui permet le tirage au sort. Pourquoi il y a un tirage au sort? Ça permet de faire que les deux groupes sont identiques, sauf pour le traitement. Hein. Et parce que lorsqu'on fait un tirage au sort, un patient qui est un homme a autant de chances d'être avec le nouveau traitement ou avec le traitement historique, un patient de tel âge, un patient qui a toutes ces caractéristiques-là, ça permet finalement d'avoir deux groupes homogènes, sauf pour le traitement. Et donc, s'il y a une différence entre les deux groupes, c'est bien que c'est lié au traitement et c'est la démonstration qu'une stratégie ou l'autre va être meilleure. Donc, c'est pour ça qu'il y a un tirage au sort dans ces études de phase 3. Mais avant cela, avant de se dire est-ce que le traitement est meilleur que mon traitement historique, il y a besoin de savoir quelle est la dose du traitement, si ce traitement est finalement quand même bien toléré, avoir une idée de son efficacité, et c'est toutes les phases finalement antérieures d'essais cliniques, ce qu'on appelle la phase 1, la phase 2. La phase 1, c'est effectivement, alors il y a la phase 0, qui est la première administration à l'homme d'un médicament, d'un nouveau médicament. La phase 1, c'est faire monter progressivement la dose du traitement. Donc là, on est souvent dans des situations où on ne sait même pas encore dans quelle maladie, dans quel cancer le traitement va être efficace. Donc souvent, c'est des études où il y a des cancers, des patients de n'importe quel qui vont pouvoir participer, et on va augmenter progressivement la dose du médicament jusqu'à ce qu'elle soit finalement le maximum que l'on puisse, sans qu'il y ait d'effets secondaires finalement. La phase 2, c'est une fois qu'on a cette dose, c'est regarder sur une plus grande cohorte de patients si on a des effets secondaires un peu plus rares qui arrivent, et puis se donner quand même une idée de l'efficacité. Donc dans les phases 1 et les phases 2, tous les patients reçoivent le nouveau traitement en quelque sorte. Puis après, on se dit, est-ce que ce traitement il est meilleur que mon autre traitement ou que rien du tout, s'il n'y a rien du tout, si on est dans un cancer où il y a une situation où il n'y a pas de traitement standard, on va être versus un placebo. Donc, voilà un petit peu la façon de fonctionner. Phase 1, phase 2, phase 3. Et puis, il y a aussi les phases 4, qui sont, une fois que le médicament a montré son efficacité, qu'il est même disponible en pharmacie ou à l'hôpital, la phase 4, c'est vérifier là sur un très grand nombre de malades, et dans des conditions d'utilisation réelles, qui ne sont pas tout à fait celles de l'essai, parce que l'essai, je vous ai dit, il y a plein de critères, donc les patients qui participent à un essai ne sont pas représentatifs forcément de tous les patients que je vois en consultation. La phase 4, on va prendre tous les malades traités et on va regarder si on reproduit bien l'efficacité qu'il y avait dans les essais. Alors justement, c'est l'occasion que vous nous précisiez, que vous nous expliquiez un petit peu plus cette notion de critères. Parce qu'effectivement, par exemple, comme Alessandra, on peut se dire, est-ce qu'à un moment donné, dans mon histoire, dans la maladie, je peux rentrer dans un essai? Qu'est-ce qu'il y a comme essai?
ou comme pour Emmanuel, dès je dirais le moment du diagnostic, est-ce que mon équipe peut me proposer un essai dans certains types de cancers ou autres? Finalement, comment est-ce qu'ils sont construits ces critères? À quoi ça sert? Parce que parfois, ça peut être aussi très compliqué pour les patients d'entendre que voilà, ils ne rentrent pas dans ces critères. Donc, à quoi servent-ils et voilà, comment vous pouvez nous Ces expliquer ça? critères, ils sont là pour effectivement avoir, enfin, éviter qu'il y ait un accident de toxicité lié à un antécédent, une maladie particulière que le patient pourrait avoir. Ils sont là aussi pour avoir une situation assez homogène finalement, alors que finalement tous les patients sont différents. Là, dans les études cliniques, il y a une recherche d'une sorte d'homogénéité. Et effectivement, il y a un certain nombre de restrictions. Éviter aussi que des patients qui ont une maladie qui effectivement est trop avancée se retrouvent dans un essai et finalement n'aient même pas le temps de profiter de l'efficacité du médicament. Donc tout ça, c'est des critères qui sont parfois effectivement très difficiles, même pour nous, parce qu'effectivement, nous, on a envie de proposer les nouveaux médicaments, et puis on tombe sur un critère qui ne va pas. Alors parfois, c'est immédiat et on sait d'emblée, parce qu'on voit bien qu'il y a un critère d'exclusion, que tous les critères d'inclusion ne sont pas remplis, mais parfois c'est au dernier moment. Hein. Oui. On a signé, on va parler des différentes étapes aussi pour participer à un essai. On est arrivé au bout, on est la veille du traitement, et puis on reçoit une prise de sang où il y a un paramètre qui n'est même pas pertinent médicalement, mais qui fait partie des critères d'exclusion et qui fait que ça ne marche pas. Alors on peut recommencer la prise de sang, essayer, il y a quand même un certain nombre de possibilités pour quand même y arriver, mais parfois c'est vraiment au dernier moment on n'y arrive pas. Donc je dis toujours quand je propose un protocole à un patient, bah, ça va être une course d'étapes et il va falloir être conscient qu'on ne va peut-être pas arriver à vous faire recevoir le traitement parce qu'il y a un certain nombre de points à la fois sur ces critères, à la fois sur aussi le temps que ça prend. Hein, ça, on peut vraiment en parler aussi parce que participer à une étude, ça peut prendre du temps parce qu'il va falloir rebiopsier la tumeur, attendre des résultats. Souvent, les prélèvements de tumeurs que l'on fait, les rebiopsies, sont envoyés dans un laboratoire central en dehors aux États-Unis notamment. Donc, il y a du temps et donc pendant ce temps-là, la maladie, elle est là. Et si on propose un protocole, c'est bien que la maladie, elle a besoin d'être traitée et les patients, effectivement, peuvent aller moins bien, ce qui ensuite fait que c'est plus possible de rentrer dans le protocole. Donc, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais. On a des retours en fait de patients qui disent ça. Effectivement, ces critères qui sont là à la fois donc pour l'homogénéité finalement de votre groupe de patients pour pouvoir faire la recherche, en fait, pouvoir vraiment comparer, mais aussi la réalité que ces critères, ils sont aussi là pour protéger d'une certaine façon les patients pour que ça ne soit pas délétère pour eux-mêmes. Et le fait, je crois que c'est très important que vous le rappeliez, que c'est pas parce qu'on se dit ensemble avec son médecin, bah tiens, on va candidater d'une certaine façon à cet essai, que pour autant on est certain de pouvoir y accéder. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être accompagné. On en reparlera tout à l'heure aussi avec Cécile, hein, toute cette notion-là. Alors, il y a quand même un mot qu'on aurait envie que vous nous expliquiez, qui, je dirais pour beaucoup de gens, finalement, fait un petit peu peur et est souvent associé à la recherche clinique, c'est le mot placebo. Alors, qu'est-ce que c'est que le placebo? Et dans les études cliniques en cancérologie, est-ce qu'il y a beaucoup de placebo? Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un placebo? Alors, un placebo, c'est effectivement un outil que l'on utilise dans les situations où, par exemple, il n'y a pas de traitement standard. Typiquement, chez les patients qui sont opérés d'un cancer du poumon, on opère la tumeur, puis après on fait de la chimiothérapie complémentaire. Je vous ai dit, autrefois on faisait de la radiothérapie, on ne la fait plus. Et puis aujourd'hui, il y a des études qui proposent de continuer en fait le traitement, donc la chirurgie, éventuellement la chimio, et après on fait de l'immunothérapie. L'immunothérapie qui permet de relancer les défenses immunitaires et un peu comme un vaccin, se protéger d'une rechute.
Donc ces études sont très intéressantes parce qu'on sait bien que l'immunothérapie, ça marche dans les cancers du poumon plus avancés. On se dit, si on fait l'immunothérapie plus tôt, ça permettrait vraiment d'avoir une efficacité qui est meilleure. Sauf que là, normalement, après une chirurgie et éventuellement une chimio, on ne fait rien du tout, on fait juste des scanners de surveillance pour vérifier qu'il n'y ait pas une rechute qui survienne. Donc, la situation standard historique, c'est de ne pas faire de traitement. Et donc, ces études qui testent l'immunothérapie, elles tirent au sort entre l'immunothérapie après la chirurgie et la chimiothérapie versus un placebo. Et donc, c'est vrai que ça peut être perçu comme étant assez perturbant parce qu'on a l'immunothérapie, on ne l'a pas. Donc c'est le problème du tirage au sort, mais finalement, c'est la seule façon, comme je disais, d'avoir des groupes homogènes et de pouvoir se dire est-ce que l'immunothérapie marche ou pas. Donc c'est la façon dont ce type d'étude est fait. Et alors là, pourquoi il y a un placebo plutôt que rien du tout? Eh bien parce que médecin comme patient, on est influencé par si on sait ce qu'on a comme traitement. Typiquement, si je sais que j'ai l'immunothérapie en tant que patient, je vais peut-être être plus attentif à tel ou tel signe qui pourrait évoquer une toxicité du traitement. Ou au contraire, je suis content de l'avoir, donc je ne vais rien dire parce que je vais être sûr de pouvoir la continuer et je me dis que c'est mieux. À l'inverse, si moi, médecin, je vois un patient et je sais qu'il a l'immunothérapie, je vais creuser pour savoir s'il n'y a pas une toxicité. À l'inverse, si je sais qu'il n'a pas l'immunothérapie, je vais être tranquille et je ne vais rien demander. Donc, on est influencé quand on sait quel traitement on a. Et donc, cette influence-là, elle peut complètement faire qu'on va avoir des résultats qui sont influencés par la façon dont on perçoit le traitement, de façon positive ou négative. Et donc, le placebo fait qu'on est dans une situation qu'on appelle le double aveugle, c'est-à-dire que ni moi, ni le patient ne sait ce qu'il a. Est-ce que c'est l'immunothérapie? Est-ce que c'est pas l'immunothérapie? Je ne sais pas. Les deux, le placebo comme l'immunothérapie se présentent de la même façon, sous la forme d'une poche de perfusion qui est exactement la même couleur et personne ne sait, pas même le pharmacien à Curie. Il y a juste un ordinateur qui le sait quelque part aux États-Unis. Il nous a dit de prendre telle poche pour tel malade. Alors, parfois, on le sait, parce que s'il y a une toxicité qui survient qui est typique de l'immunothérapie, ça y est, je sais ce qu'a le malade. Parfois, on ne le sait jamais. Et puis, on peut en fait toujours le savoir. Comme toujours dans les essais cliniques, quand on participe, on est libre. On est libre de continuer, on est libre d'arrêter, on est libre de savoir ce qu'on a. Et donc, dans une situation où c'est justifié, on peut dire, moi j'ai envie de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est le placebo, est-ce que c'est l'immunothérapie? Et on nous répond en 48 heures, on a tout de suite l'information. Mais le placebo, il est là justement pour, là encore, garder une comparaison possible entre les deux groupes. Mais c'est vrai que c'est très difficile, et ces études-là d'adjuvant, après la chirurgie, entre une immunothérapie ou un placebo, j'ai beaucoup de patients qui refusent. Plus de la moitié des patients refusent en disant oui, mais si on ne sait pas ce qu'on a, si je ne suis pas sûr d'avoir l'immuno, je ne sais même pas si l'immunothérapie est mieux. Ça se trouve, à la fin, on nous dira que l'immunothérapie ne sert à rien ou qu'elle est délétère, en fait. Mais en même temps, c'est un moyen d'avancer. C'est un moyen de se dire aussi, dans cette situation-là, je ne sais pas ce qu'est le mieux. Et c'est un moyen d'avoir accès peut-être à quelque chose de mieux, je ne sais pas quoi. On est un petit peu dans l'incertitude, mais c'est un peu le problème finalement en cancérologie finalement. Et participer à une étude comme ça, contre placebo, c'est un moyen de se dire peut-être que je me donne une chance de plus finalement en tant que patient. Et puis ça fait avancer pour les patients suivants. En fait. C'est vrai. Merci beaucoup parce que je trouve que c'est très intéressant d'avoir mieux compris ce rôle du placebo qui est essentiel. Également le double aveugle, le fait que vous aussi, vous devez être en dehors de la connaissance, de savoir ce que le patient reçoit pour être tout à fait neutre dans l'évaluation de ce qui se passe. Et du coup, par rapport à ces essais, on avait une question aussi sur la façon dont ils sont finalement évalués. C'est-à-dire que souvent, ça paraît très très long, la recherche clinique. Il y a quand même des points d'étape. Et par exemple, si les résultats dans l'essai paraissent très intéressants, justement pour les gens qui reçoivent le nouveau médicament, est-ce que vous accélérez, les choses pour que tout le monde en reçoive? Ou comment est-ce qu'on fait pour peut-être que ce soit plus juste, entre guillemets, pour les patients? Alors, c'est une très très bonne question. C'est pas simple.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on essaie toujours de faire que le patient est éligible, hein. C'est notre rôle de défendre le patient un peu face au protocole, face aux promoteurs. Donc, c'est vrai que parfois, ça implique parfois de refaire une prise de sang qui n'irait pas, ou ce genre de choses, d'hydrater le patient. On arrive toujours à trouver finalement une solution. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est important, c'est la sécurité, hein. Et donc, il ne faut pas trop jouer avec les limites des protocoles, parce qu'effectivement, si après il y a un effet secondaire ou un événement inattendu, on est un petit peu en situation embêtée, parce qu'on se dit, finalement, je n'ai pas fait les choses comme il aurait fallu les faire. Donc parfois, il vaut mieux se dire, les critères ne sont pas remplis et on ne fait pas l'étude. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans un certain nombre de cas, et notamment pour les phases 3, quand on ne peut pas rentrer dans une phase 3, souvent, il y a quand même la possibilité d'accéder aux médicaments, notamment dans ce qu'on appelle les programmes d'ATU, hein, d'autorisation temporaire d'utilisation, qui sont de plus en plus fréquentes, hein, grâce aux modifications de la loi, et qui permettent vraiment de demander spécifiquement pour un patient le médicament. Et les ATU, normalement, elles ne sont octroyées que s'il n'y a pas d'études cliniques, il n'y a pas d'essais cliniques disponibles pour le patient. Et donc, chez un patient pour lequel on est en échec, ce qu'on appelle de screening, c'est-à-dire de cette évaluation, de cette candidature pour un essai, on arrive, dans un certain nombre de cas, à avoir le nouveau médicament. Alors, du coup, on a parlé là par exemple, de résultats qui seraient vraiment positifs dans un essai. Mais si on a, par exemple, un patient qui, au contraire, lui, ça va pas mieux dans son essai clinique, du coup, comment ça se passe? Si la maladie évolue, si un certain nombre de critères évoluent, du coup, il peut sortir. Vous allez faire en sorte qu'on propose peut-être autre chose, en tout cas qu'on adapte à la situation. Comment ça se passe aussi, puisqu'on voit bien que ça n'est pas une garantie positive, l'essai clinique. Non, ce n'est pas une garantie positive, mais je dirais que dans nos prises en charge, il y a rarement de choses qui soient réellement garanties. Ce que je vois dans l'essai clinique, c'est que c'est une possibilité supplémentaire. Parce que malgré tout, on a beaucoup de traitements dans les cancers du poumon, beaucoup de chimio, on a les immunothérapies, les traitements ciblés, on a beaucoup de possibilités. Mais à la fin, on peut se retrouver dans une situation où on n'a pas d'option réellement nouvelle ou pertinente. Et donc, quand on a participé à un essai clinique, on a eu la possibilité d'un traitement finalement supplémentaire qui marche ou qui ne marche pas, mais je dirais un peu comme tous les traitements que l'on fait, on a toujours une incertitude. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche clinique, elle est très encadrée et qu'on n'arrive pas en essai clinique avec des traitements dont on ne connaît rien du tout. Même en phase 1, finalement, il y a un certain nombre de sécurités qui existent. Et quand on est en phase 2, phase 3, ce qui est quand même la plupart des essais que l'on a déjà souvent quelques centaines de patients qui ont été traités par le médicament. Et donc, on a déjà un recul pour gérer et se dire aussi, ce médicament, il a une bonne chance d'être efficace. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une caractérisation complète de la maladie, et souvent, dans ces essais, on a souvent une biopsie de la tumeur qui est refaite. On sait, on fait une biopsie pour le diagnostic au départ, mais la tumeur, elle change tout le temps, en fait. Elle change au cours des chimios, des immunos, des thérapies ciblées, et donc avoir une biopsie juste avant de commencer l'étude, c'est important, justement, pour adapter au mieux le traitement et comprendre pourquoi un traitement marche, pourquoi il ne marche pas. Très bien, merci beaucoup. D'ailleurs, on aura une prochaine webconférence sur justement la biopsie, les biopsies, pour mieux comprendre tout ce qui se passe dans ce type de prélèvement absolument essentiel à la prise en charge des cancers. Alors, de façon assez concrète, on a vu, donc vous, professeur Nicolas Girard, vous êtes dans un grand centre qui fait de la recherche et finalement, ce n'est évidemment pas le cas de tous les centres de soins. Donc, dans la pratique, finalement, qui peut proposer un essai clinique aux patients? Comment est-ce qu'on peut être éventuellement orienté? Quels sont, qu'est-ce qu'on doit savoir en fait? Ou comment vous pourriez, comment vous êtes aussi organisé? C'est-à-dire que si je suis dans un centre ou si par exemple dans tel établissement il n'y a pas d'études pour ce type de cancer, par exemple, comment est-ce qu'on peut être orienté vers un centre qui, au contraire, aurait un département spécifique de recherche pour ce type de cancer-là?
Alors, c'est tout l'intérêt un petit peu des réseaux entre centres, hein, et ça, c'est vraiment un truc extrêmement important. C'est-à-dire que, bah, oui, il y a les centres où il y a beaucoup de recherche clinique, il y a des centres où il y en a un petit peu moins. Euh, je- enfin, mon expérience, hein, c'est celle du réseau, hein, et on est en lien avec des centres un peu plus de proximité, où justement, bah, quand il y a un patient qui connaissent nos essais finalement, et je rappelle que la liste des essais ouverts en France, elle est disponible sur le site de l'INCa, avec même une géolocalisation, donc c'est relativement bien fait, même si on ne sait pas exactement s'il y a toujours des places dans tel ou tel essai, mais c'est déjà un bon outil. Les centres, ils reçoivent nos listes d'essais, donc ils sont au courant, et du coup, quand il y a un patient qui se présente et qui pourrait rentrer dans l'étude, souvent vont proposer l'essai. Après, en tant que patient, je pense que c'est important aussi d'être proactif, et notamment si un premier traitement n'a pas fonctionné, par exemple. Très bien. Et alors, du coup, une question, j'allais dire, un peu d'actualité finalement. Est-ce que la recherche clinique a été impactée ou est impactée encore aujourd'hui par la situation de l'épidémie Covid? Alors c'est vrai qu'avec le Covid, tout est un peu plus compliqué de façon générale. Les patients qui sont dans un essai aujourd'hui continuent l'essai, hein. Il n'y a pas d'interruption des traitements, il n'y a pas d'interruption des essais. C'est vrai que, notamment pendant le premier confinement, beaucoup d'essais avaient été interrompus par les promoteurs, c'est-à-dire par les personnes qui organisent les essais, parce qu'on ne pouvait plus envoyer aux États-Unis les prélèvements ou ce genre de choses. Aujourd'hui, les procédures sont un peu plus simples, hein, et avec le deuxième confinement, on n'a pas ce type de difficulté. Aujourd'hui, on n'a pas de fermeture d'essai, donc beaucoup de patients continuent de rentrer dans nos études. Je vois une question qui me paraît assez intéressante parce on l'entend beaucoup comme discussion auprès des patients. Euh, il y a un certain nombre de traitements, par exemple l'immunothérapie, qui ont fait un peu la une et puis qui ont montré pour certains patients beaucoup d'intérêt. Et visiblement, il y aurait besoin de savoir quelle est la durée optimale finalement. Quand est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête jamais? Est-ce qu'on continue? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des essais? Voilà. Donc, on a beaucoup parlé des essais pour un nouveau traitement, par exemple. Mais est-ce que vous avez des essais particuliers pour finalement évaluer ça? Quelle est la meilleure durée de traitement? Ou est-ce qu'il faut continuer ce traitement tout le temps? Alors, la question des durées de traitement, c'est une question typique. On parlait tout à l'heure de la désescalade, finalement, et l'immunothérapie. Bah, l'immunothérapie, elle a été développée pendant 2 ans par les laboratoires pharmaceutiques dans les essais. Non, la question des durées de traitement, c'est des questions de désescalade, et effectivement, on peut dire, bah, au lieu de faire 2 ans, je fais 6 mois. Alors, effectivement, on a un essai comme ça, et il y a des patients qui disent, bah non, moi, je préfère 2 ans. Mais en fait, sauf qu'on ne sait pas, hein, ce qui est le mieux, hein. Donc, il y a plein de questions non résolues sur lesquelles, effectivement, participer à une étude, là, typiquement, ce type d'étude de désescalade est intéressante parce que finalement, tous les patients ont le traitement. Après, c'est une question de durée. Une dernière question, parce que je trouve qu'elle est quand même très importante. Il y a sur le fil des questions un petit peu l'idée qu'on a parfois l'impression, en tant que patient, qu'il y a quand même un décalage qui a tendance à se creuser entre le nombre de molécules accessibles dans certains pays, donc notamment Amérique du Nord, certains pays d'Europe et la France. Comment est-ce que ça se fait? Et à la limite, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est les patients concernés ou voir les associations de patients? Alors, c'est vrai que, bon, les choses avancent, hein. Je pense que on sait le rôle des associations. Mon réseau cancer du poumon est régulièrement, hein, sollicité par les autorités de santé pour essayer de recueillir l'avis des patients dans telle ou telle situation, notamment face à de nouveaux médicaments, pour ces questions d'ATU et ces questions d'évaluation du médicament. Donc ça, c'est vraiment important que la voix des patients soit entendue. C'est essentiel. Typiquement, il y a des situations dans lesquelles on a de l'immunothérapie, par exemple pour les cancers à petites cellules. Et aujourd'hui, on a des études de phase 3 qui montrent un bénéfice de survie. Finalement, on se retrouve avec une étude qui ne rentre pas dans les critères pour avoir un remboursement. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est bien embêté. Soit on dit on arrête tout et on ne fait pas d'immunothérapie au cancer à petites cellules, alors que c'est quand même la première fois qu'on a des résultats meilleurs dans le cancer à petites cellules depuis 30 ans.
soit on dit, là, on va demander un financement dérogatoire au ministère. Et donc là, quand on va voir les conseillers ministériels, c'est le jeu de l'influence que chacun va avoir. Évidemment, le laboratoire qui va pousser son médicament, mais les médecins et puis surtout les patients, parce que les patients ont une voix et sont très écoutés par ces personnes-là. Donc, c'est là qu'il y a un rôle à jouer pour dire, oui, on ne passe pas à côté de tel ou tel médicament quand c'est une innovation. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Girard, pour vos questions à la fois très claires et très pragmatiques qui ont répondu à beaucoup de questions qui nous avaient été remontées en amont. Merci infiniment. Alors, ça fait une super transition avec Madame Zélande Tegère de Gustave Roussy. Donc, vous êtes, Madame Zélande Tegère, vous êtes cadre infirmier du DITEP à Gustave Roussy et présidente de la FIC. Donc, avec vous, on va discuter des phases précoces qui sont fondamentales justement dans le développement des produits dont on vient de parler avec le professeur Girard, les phases 2, les phases 3, etc. Mais avant, il y a des phases qui sont incontournables pour savoir la tolérance, l'efficacité, etc., qui sont les phases précoces. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le DITEP, s'il vous plaît? Bonsoir et merci de l'invitation. Le DITEP, c'est le département des innovations thérapeutiques et des essais précoces de Gustave Roussy. Voilà, c'est un département qui existe depuis 13 ans maintenant, qui a été créé parce que Gustave Roussy voulait donner un peu plus de poids et augmenter le nombre d'essais qu'on pouvait mettre à disposition des patients. Voilà. Donc, c'est un département qui regroupe quasiment 120 personnes avec des professions différentes aujourd'hui pour s'occuper des personnes atteintes de cancer inclus dans les essais cliniques de Gustave Roussy. Et bien alors justement, tout à l'heure, nous avions des questions sur le fil sur les équipes de recherche clinique. Quand on rentre dans un essai clinique, quels vont être nos interlocuteurs? Est-ce que je n'ai que l'oncologue? Tout à l'heure, Emmanuel nous évoquait l'ARC. Donc, qu'est-ce qu'un ARC? Est-ce que j'ai des infirmières qui ont un rôle particulier au sein de cette équipe clinique? Avec qui je vais parler? L'information, elle va venir de différents professionnels qui ont chacun des informations complémentaires sur les essais cliniques qui travaillent tous avec le même protocole. Donc, ils ont tous les mêmes informations, mais on les utilise un peu de manière différente selon nos métiers. Et il y a plein de métiers qui concourent aux soins, comme dans le soin qu'on va dire courant, bien sûr. Donc, il y a des oncologues, bien sûr, il y a des infirmières. Elles ont les mêmes rôles que les infirmières peuvent avoir dans le cadre de thérapeutiques dites classiques, mais elles ont des supplémentaires qui vont avoir un recueil de données beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus critique, un regard critique sur ce qui se passe et sur ce que le patient peut décrire comme effet indésirable, par exemple. Voilà, pour essayer de détecter quel type d'effet indésirable se manifeste, si tant est qu'on ne les connaisse pas encore, de quelle manière ils se manifestent. L'idée, c'est plus on les détecte tôt et mieux on va chercher des solutions pour les gérer. C'est ça le point important pour les infirmières là. Elles ont d'autres rôles aussi parce que dans les essais cliniques, on va avoir besoin de recueillir énormément de données sur le patient. Ça peut être des prises de signes vitaux, par exemple, pendant l'administration du traitement, toutes les 15 minutes pendant 3 heures. Donc oui, ça augmente le travail de l'infirmière un peu, mais c'est à ça qu'elles servent aussi. Ça peut être des prélèvements sanguins, oui, beaucoup plus nombreux qu'habituellement parce qu'on ne va pas faire juste un prélèvement sanguin pour vérifier la numération avant, mais on peut avoir plein de prélèvements sanguins qui s'appellent les dosages de pharmacocinétique. Et ça, c'est ce qui va permettre aux chercheurs, aux promoteurs du protocole, de comprendre comment le médicament est absorbé par l'organisme de chaque personne, comment est-ce qu'il est métabolisé dans le corps humain et comment est-ce qu'il est éliminé. Donc, on va prélever la personne à différents moments qu'on estime importants pour connaître la vie du médicament dans le corps humain. Donc, oui, il peut y avoir de nombreux prélèvements. Après, ça dépend du médicament, ça dépend de son métabolisme qu'on connaît déjà de par les études précliniques chez l'animal ou chez d'autres personnes avant ce protocole-là. Et du coup, on peut avoir des prélèvements, oui, toutes les 10, 15 minutes pendant 1 heure, puis toutes les heures, etc. Donc, c'est
C'est un lourd investissement pour les patients qui rentrent dans ces protocoles de phase précoce, mais parce qu'on a besoin d'arriver à comprendre comment fonctionne ce médicament, comment est-ce qu'il est absorbé par notre organisme humain et à quelle vitesse on va l'éliminer. Et par exemple, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir déterminer quelle est la demi-vie d'un médicament. Alors, c'est toujours plein de questions qu'on se pose. Ça sert à quoi la demi-vie? La demi-vie, ça va nous servir à savoir à quelle fréquence il va falloir réadministrer ce médicament. Si on voit qu'on arrive à un dosage du médicament dans le sang, on a besoin d'un certain dosage du médicament dans le sang, pour estimer son efficacité et le fait qu'il puisse en permanence lutter contre les cellules cancéreuses, les empêcher de se diviser par exemple, ou les tuer. Ça, c'est une question de mécanisme d'action. On a besoin de le réadministrer à plusieurs moments. Alors, dans le cadre d'un médicament qui s'administre par voie intraveineuse, si on voit que la demi-vie diminue très rapidement, peut-être qu'on va être amené à l'administrer une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ça va dépendre de ces dosages-là qu'on aura fait dans les phases précoces. C'est ça qui va déterminer la vraie vie du médicament demain, quand il sera sur le marché, on espère. Donc, ce sont ce genre de choses. Donc, les infirmières, voilà, elles ont tous ces types d'activités auprès des patients qui sont inclus dans les essais cliniques. Les patients vont avoir affaire aux ARC. Donc, les ARC sont les assistants de recherche clinique. Et eux, ils sont, comment est-ce qu'on va dire, ils sont garants de la gestion du protocole dans toutes ses dimensions. Donc, il y a la gestion du patient et de ses divers rendez-vous dans le protocole qui peuvent être lourds, qui peuvent être très fréquents. La gestion des données aussi, parce que toutes ces données qui sont récoltées par les médecins et les infirmières au lit du patient, on va dire, c'est l'appellation qu'on utilise. Derrière, il va falloir les transmettre et les comparer entre tous les patients qui sont inclus dans les essais cliniques. C'est ça qui va faire la puissance statistique des résultats qu'on va pouvoir donner et dire, oui, cette nouvelle molécule qu'on essaye ou cette nouvelle association, elle présente des bénéfices pour les patients, mais elle présente ce type de toxicité ou tel autre type de toxicité qu'on va pouvoir gérer de telle façon. Toutes ces données, il faut les recueillir, les mettre toutes ensemble pour pouvoir les analyser derrière. Et puis, dans les essais cliniques, oui, on va trouver aussi, comme dans tous les services d'oncologie, des internes qui travaillent avec les oncologues. On va trouver au DITEP, on a des planificatrices parce qu'on a de nombreux protocoles et donc il faut arriver à faire cette espèce de jeu de Tetris pour que chaque patient inclus dans chaque protocole puisse avoir les bons rendez-vous au bon moment. Il va falloir qu'il y ait des assistantes médicales qui puissent donner tous ces rendez-vous et les rentrer dans tous les systèmes informatiques qu'on a à notre disposition aujourd'hui et puis les communiquer aux patients parce que c'est pas le tout d'inscrire des rendez-vous. Si on les communique pas aux patients et qu'on les explique pas, ça marche pas parce qu'ils savent pas quand est-ce qu'ils doivent venir. Donc ça peut être compliqué. Puis et puis il y a qui? Il y a bien sûr les aides-soignantes, il y a bien sûr tout le personnel hospitalier qu'on peut trouver habituellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chez nous, il y a aussi des gestionnaires de prélèvement parce que tous ces tubes qu'il faut prélever aux patients, il faut bien les préparer et qu'ils soient étiquetés comme il faut pour pouvoir recueillir les bonnes données et donner les bonnes données au promoteur qui va pouvoir analyser ces données derrière. Donc, il y a plein de métiers aussi qui ont émergé avec le développement des essais cliniques ces 10 dernières années. Et donc, c'est tout cet assemblage de professions et de professionnels qui participent à la qualité de la gestion des essais et de la prise en charge des patients dans ces essais. Merci. C'est une vraie, finalement, mini-entreprise, ce service de DITEP. Si je comprends bien, en fait, c'est le starting block du médicament, là où on va évaluer. Donc, il faut vraiment que cette phase soit extrêmement suivis et les patients, justement, sont-ils plus suivis quand ils sont en phase précoce? Est-ce qu'ils ont des protocoles de surveillance qui sont plus précis, plus suivis? Oui, quand on inclut une personne dans un essai clinique, c'est vrai que c'est lourd en charge pour le patient. Parce que pourquoi ils sont plus suivis, c'est parce qu'on a et d'une besoin d'être sûr qu'on les prend en charge en toute sécurité pour eux.
Ça, c'est la première des choses. C'est qu'il y a plein de méconnaissances sur les molécules qu'on utilise et qu'on espère voir devenir des médicaments. Et donc, du coup, oui, ils sont suivis, ils sont coucounés dans un essai clinique, peut-être encore plus que ce qu'on espère faire habituellement avec les thérapeutiques qu'on a à notre disposition. Oui, parce que il y a… Alors après, ils sont plus coucounés, mais il y a des fois où ils se disent on est trop coucounés parce qu'ils sont trop souvent à l'hôpital aussi. Parce que il y a beaucoup de choses dans les essais cliniques, on ne peut pas les faire à l'extérieur. On a vu diverses questions qui se posaient, qui disaient comment je peux avoir accès à un essai clinique. Les essais cliniques, ils ne peuvent pas se faire partout de la même façon. Que ce soit les phases 1, les phases 2 ou les phases 3. C'est pas de la ségrégation, l'idée, c'est de regrouper les expertises pour essayer de recueillir les bonnes données et que les patients soient pris en charge en toute sécurité, justement. Et ce regroupement d'expertise, c'est ça qui peut donner aussi la qualité de prise en charge. Donc non, c'est difficile d'avoir, on ne peut pas avoir un accès à tous les essais cliniques partout, même à Gustave Roussy ou même à Curie ou même dans les grands centres de lutte contre le cancer. On en a en commun, mais pas tous. Il y en a qui vont se faire que à Curie et pas à Gustave Roussy, et l'inverse, ou que à Marseille, ou que à Lille, ou que à Rennes. Et oui, ça peut faire des déplacements qui sont importants pour les patients. Alors justement, concernant le maillage territorial des centres de phase précoce, est-ce qu'aujourd'hui il y a un maillage à peu près homogène sur la France? Je vois quelques questions sur l'éloignement des centres, etc. Est-ce que toutes les régions sont dotées de centres d'essais précoces? Oh, quasiment tous. Il faudrait regarder. Le site de l'INCa est bien fait pour ça. Et il y a quand même dans les grands centres et de lutte contre le cancer et dans les gros CHU qui font beaucoup de recherche clinique, on peut trouver sur tout le territoire. Mais c'est ce que je disais juste avant, Oriane, le problème, c'est que tous les essais ne se font pas dans tous les centres. Donc, il y a de nouveau voilà, cette histoire de critères dont le professeur Girard a bien parlé tout à l'heure. C'est aussi, il faut rentrer dans les critères d'un essai clinique et ce n'est pas obligatoirement celui qui est juste à côté de chez soi. Mais du coup, je rebondis pour poser une question précise. Si j'habite, par exemple, dans un petit village près de Pau et qu'il y a un essai clinique qui est justement formidable et où moi, mon oncologue, on se dit ça serait, voilà, je pourrais peut-être prétendre y rentrer, mais c'est à Gustave Roussy. Donc, imaginons qu'il y ait de la place. Imaginons que la personne ait des bons critères, on va dire, à la fois dans sa pathologie et dans son état général pour participer à cet essai de phase précoce. Est-ce que vous pouvez, j'allais dire, inviter ce patient qui habite quand même un peu loin à venir à Gustave Roussy? Et dans la pratique, en fait, dans la vraie vie, ça se passe comment? C'est-à-dire que du coup, il faut que je vienne souvent. Est-ce que c'est, j'allais dire, pris en charge, les déplacements? Ou est-ce que vous m'hospitalisez pendant que vous me coucounez? Parce que j'ai compris que c'était du coucon, mais avec beaucoup d'examens et de prise de sang. Si on prend un exemple concret, par exemple, comme ça. Il n'y a aucun problème pour ça. Le DITEP, par exemple, voit 50% des patients qui sont inclus dans les essais cliniques qu'on a à Gustave Roussy viennent de province. Ils ne viennent pas d'Île-de-France. Alors, comment ça se passe? Ça peut venir directement de la personne, du patient, ça peut venir de l'oncologue qui fait cette proposition au patient, quel que soit l'endroit où on habite en France, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça peut même être la Corse, il y a zéro problème, on peut venir en avion. Enfin, si tant est que ça soit facile et faisable avec la période qu'on vit aujourd'hui, mais quand même, on arrive à faire des choses. Donc, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir… La personne peut voir sur le site de Gustave Roussy, sur le site de l'INCa, quels sont les essais qui sont accessibles et qui pourraient correspondre à sa pathologie, à son évolution, l'oncologue de la même façon. Et du coup, nous, on a ce qu'on appelle une fiche de screening. Le screening, c'est la période qui va permettre de vérifier que la personne remplit tous les critères qui permettent de l'inclure dans l'essai clinique. Donc, le mieux, c'est l'oncologue référent qui s'occupe de la personne à Pau ou à Lille, à Marseille, quelle que soit la ville, que ce soit une petite ville ou une grande ville, il n'y a pas d'importance. Il remplit cette fiche de screening qu'il va nous envoyer
et les oncologues du DITEP vont étudier cette fiche de screening en se disant qu'est-ce qu'on peut proposer à cette personne-là au regard de ce qu'on voit là? Est-ce qu'on a quelque chose de bien à lui proposer pour elle ou pas? C'est la première des questions. Et est-ce que les critères qu'on voit dans cette première évaluation, on va dire, qui est sur papier, nous permettent de dire que cette personne est incluable dans l'essai? Si la réponse elle est non, on va répondre à l'oncologue que malheureusement, on n'a pas, nous, d'essai à proposer à cette personne. Par contre, la réponse, elle est aussi oui, bien sûr. Et donc, du coup, on va convoquer, entre guillemets, cette personne en consultation à Gustave Roussy pour la voir déjà aussi, pour revérifier certains critères de base et lui proposer l'essai, l'informer de l'essai qu'on lui propose, et puis derrière aussi pouvoir obtenir son consentement, hein, parce que c'est un mot que je n'ai pas encore entendu là depuis tout à l'heure, mais n'entre pas dans un essai clinique n'importe quel patient puisqu'il y a des critères, mais bien sûr, aucun oncologue ne va inclure dans un essai clinique un patient sans l'avoir informé et obtenu son consentement écrit et oral. Donc, du coup, il y a cette première consultation et puis si la personne accepte, ben, le problème des rendez-vous, c'est qu'ils sont très différents selon chaque protocole. Chaque protocole édicte sa façon de recueillir les données, les jours, etc. Et la question très pratico-pratique est une vraie question de la prise en charge des transports. Alors, les transports, ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre des essais cliniques. Si tant est que ça soit loin, hein, la personne de Pau qui vient à Gustave Roussy, sa caisse d'assurance maladie, même si elle lui demande une autorisation, une entente préalable pour la prise en charge de ses transports, elle va dire il y a un centre à côté de chez vous ou moins loin pour pouvoir vous faire traiter, même si c'est dans le cadre d'un essai. Et donc, la loi, elle est un peu ambivalente là-dessus. Elle dit que les frais de transport pourront être pris en charge par la sécurité sociale qui, évidemment, dit « moi, j'ai moins d'argent que le promoteur ». Et donc, c'est le promoteur, donc le laboratoire qui est le sponsor de l'essai clinique, qui va rembourser les frais de transport à la personne. Et je dis bien remboursement parce que contrairement à la prise en charge des frais de transport dans le cadre de la sécurité sociale, où la personne n'a pas d'avance de frais à faire, ce n'est pas le cas dans les essais cliniques. C'est là où il y a une première, on va dire, une certaine inégalité des chances et qu'il faut pouvoir avancer les frais. Et ça, c'est vrai que c'est une des inégalités aujourd'hui en France face aux essais cliniques et l'inclusion dans un protocole d'essai clinique pour un patient atteint de cancer. Donc, il faut avancer les frais, mais ils sont remboursés par le promoteur ensuite. Alors, après, selon le mode de transport, donc non, Air France n'accepte pas d'être payé a posteriori par le promoteur, la SNCF non plus. Par contre, certaines compagnies d'ambulance et de VSL ou de taxi acceptent en fait d'avancer les frais pour le patient et de se faire payer directement après par la société qu'aura choisi le promoteur pour pouvoir rembourser ses transports aux patients. C'est une question pratico-pratique qui est très prégnante et qui est difficile à comprendre aussi pour nous, Français, parce que c'est dans notre culture qu'on soit pris en charge à 100% quand on est malade, y compris pour ces transports. Là, il faut faire l'avance des frais. Oui, alors j'avais une question, Laure, si tu permets, parce que justement, vous l'avez évoqué, Madame Deslandes-Ségère. Qu'est-ce que le consentement et quels sont justement tous ces documents qui vont protéger le patient, parce qu'on a vu que les essais étaient parfois très lourds et on a bien compris qu'ils étaient lourds en première instance pour protéger les personnes et les patients. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce consentement et des différents documents justement qui permettent, ou de la législation qui permet de protéger le patient? Alors, la première loi qui a régi l'information et le consentement du patient est la loi Hurier-Seruskla, qui date du siècle dernier quand même, 1987. Elle a été revue un peu en 1988. Pour moi, c'est une date facile à retenir parce que c'est la date où je suis devenue infirmière. Donc, voilà, elle n'était pas difficile à apprendre pour moi. Ça veut dire que moi, j'ai vécu un petit peu en tant qu'étudiante infirmière le fait que l'information et le consentement n'étaient pas obligatoires. Aussi pour faire un essai clinique sur une personne. Pratiquer des essais sur la personne humaine sans qu'elle le sache existait quand même avant cette loi.
Aujourd'hui, la loi fait que c'est totalement impossible. Alors oui, ça fait beaucoup de papier et ça submerge souvent les patients. Il y a 2 documents importants. Bon, après, ils peuvent être différents en nombre de pages selon les protocoles. L'idée, il y a le formulaire d'information et il y a le formulaire de consentement. La loi Uriel-Serrusla, elle dit qu'il faut obtenir le consentement éclairé du patient. Donc, ça veut dire avoir donné l'information qui lui permet de choisir si oui ou non il accepte la proposition d'inclusion dans un essai clinique qui lui est faite. Donc, le formulaire d'information lui donne le maximum d'informations qu'on a à notre disposition. Et ça, c'est un document qui est construit par le laboratoire, par le promoteur de l'essai. Donc, c'est le laboratoire ou c'est l'hôpital. Un établissement hospitalier peut être promoteur de différents essais. Et donc, qui explique les modalités de prise en charge dans l'essai. Qu'est-ce que c'est que cette molécule? Quels sont les effets bénéfiques qu'on en attend? Quelles sont les toxicités qu'on connaît déjà? Quels sont les buts du protocole, qu'est-ce qu'on va rechercher. Et puis, en plus de ça, donc il y a après le formulaire de consentement qui est généralement un peu plus court. Et globalement, il y a aussi beaucoup d'informations dans ce formulaire, mais globalement, il demande à la personne de signer que oui, il a bien reçu l'information inhérente au protocole qu'on lui propose, qu'il l'a comprise et qu'il accepte de rentrer dans ce protocole si tant est qu'il remplisse les critères. Parce qu'en fait, ce formulaire d'information et de consentement, ce consentement, il doit être donné avant tout examen, il doit être donné et signé par la personne, avant tout examen qui rentre dans le cadre du protocole. C'est-à-dire qu'on voit une première fois, j'ai dit, on va proposer une consultation d'inclusion, entre guillemets, au patient qui va venir, d'où qu'il vienne d'ailleurs, en France. Et puis, on va l'informer, mais on va pouvoir vérifier de manière très précise tous les critères d'inclusion qu'avec différents examens qui ne peuvent avoir lieu qu'après la signature du consentement. Il n'y a aucune démarche du protocole qui ne peut être entreprise avant la signature de ce consentement. Donc, c'est bien régi par la loi. Quelque part, c'est ce que font tous les pays du monde dans les essais cliniques. Aujourd'hui, maintenant, il faut savoir qu'on est un des rares pays à avoir une loi pour ça. Grâce à Uriel-Serrusla. Merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Et je vous propose maintenant qu'on redonne la parole à nos témoins patients. Et donc, finalement, au niveau du ressenti personnel en fait, de cette étape, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un changement d'équipe? Est-ce qu'il y a un changement de suivi? Enfin, quels sont vos ressentis? Eh bien oui, donc je suis sorti de l'essai le mois dernier, donc c'est très récent, et actuellement je suis en période d'observation car en rémission. Voilà, donc c'est un vrai miracle, j'ai beaucoup de chance. La période va s'articuler par rapport à une surveillance de tout pendant 3 mois, tous les 3 mois, qui au fur et à mesure du temps s'agrandira. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Et justement, comment on se sent quand on a été très pris en charge dans un essai? Pascal Division-Déjà le disait, on a quand même des équipes qui sont extrêmement proches des patients, avec beaucoup de prélèvements, beaucoup de surveillance, mais aussi une vraie présence humaine pour accompagner dans un parcours avec la maladie. Donc, c'est pas simple. Du coup, est-ce que ça fait un vide ou... Alors, tout d'abord, je voulais dire que c'est vrai, lorsqu'on choisit un essai clinique, on pense aussi à l'aspect, on va être un peu plus chouchouté, bien que on l'est tous à la même enseigne, mais on a ce côté-là où on a une observation peut-être plus importante, dirons-nous. Donc moi, c'était d'une part un de mes critères aussi, je voulais juste revenir là-dessus. Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est encore assez neuf, j'avoue. Je ne vous cache pas qu'il y a une certaine libération en termes de planning, parce que tout le monde le sait, lorsqu'on est un patient, tout s'articule autour des soins. Là, c'est vrai que les soins étant beaucoup moins importants, eh bien, on a davantage d'espace. Voilà, bon, pour l'instant, je ne sens pas encore le manque de voir mes chers amis de l'hôpital Tenon. Voilà, pour ces raisons pour le moment. Mais bon, voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, Alessandra, est-ce que vous pouvez activer votre micro et
partager votre expérience aussi? Sinon, c'est peut-être qu'on a un problème technique. On ne vous entend pas. Non, bah du coup, Cécile, je vais laisser peut-être Oriane vous présenter et donc passer à cette étape très importante aussi du ressenti et des questions qu'on peut se poser. Madame Charles, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, vous êtes psychologue à Gustave Roussy et comme on l'a vu parmi le fil ou ce qui a été évoqué par les autres intervenants, il y a l'importance de poser des questions aussi parfois très personnelles. Est-ce que c'est ma dernière chance? Est-ce que j'ai une chance en moins si j'ai le bras placebo? Est-ce que j'ai le choix de refuser un essai clinique? Donc, c'est pour ça que ça nous a paru essentiel de vous faire intervenir parce que je pense que voilà, vous êtes au cœur également de toutes les interrogations et de la prise en charge des patients. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Je crois que vous aviez préparé quelques slides pour nous expliquer un petit peu dans quel contexte les patients se retrouvaient, quel ressenti. Donc, est-ce que vous souhaitez d'abord intervenir ou on passe directement vos slides? Bonsoir. On peut peut-être rebondir directement sur ce que vous disiez. Je pense que là, il y a quelque chose qui ressort dans ce que vous rapportiez effectivement au sujet de cette question du choix, en fait. Et ça a été évoqué de différentes façons tout au long là, des échanges. Il a d'abord été souligné toute l'importance en fait du dialogue avec les équipes d'accueil, en fait, d'abord avec, je dirais, son médecin quand est posée cette question de l'orientation vers un essai, de la pertinence de cette orientation-là, et puis ensuite d'un dialogue vraiment de transparence et de confiance avec l'équipe d'accueil et avec les différents intervenants qui vont en fait s'occuper bien du suivi de l'essai. Et cette question de choix, finalement, on pourrait se dire que quand sa vie est en jeu, on pourrait dire bah, finalement j'ai peu de choix. Enfin, quelque part, c'est la survie qui va primer là-dessus et puis l'envie de guérir. Alors qu'en fait, on peut aussi se poser la question, effectivement, des inconvénients liés à la participation à un essai, ça a été aussi évoqué. Des risques possibles aussi associés à cet essai. On peut se poser des questions sur les répercussions sur sa santé à court et à moyen terme. Donc tout ça, ça a besoin effectivement d'être évoqué, discuté. Et puis aussi, on peut se poser la question de mettre en balance la qualité de sa vie en se disant, bah, on n'a peut-être pas envie effectivement de passer beaucoup d'énergie, de temps dans les transports. Enfin, on a évoqué parfois la distance à parcourir, du bouleversement aussi que ça peut représenter sur la vie familiale. Donc, c'est, je dirais, pour chacun de mettre en balance ses motivations personnelles, cette question de la confiance et puis aussi des inconvénients qui pourraient se présenter dans un essai. Très bien, merci. Et alors, les slides. Donc là, effectivement, c'était pour vous donner un aperçu parmi en fait les motivations possibles à participer à un essai clinique. Alors, ça a été évoqué. Emmanuel disait, on a entendu chez Emmanuel et Alessandra, bien évidemment, la motivation à guérir, en tout cas à se soigner. Ça, c'est souvent la première motivation qui entre en considération. Mais il n'y a pas que celle-là. Et d'ailleurs, je dirais que toutes les motivations sont valables en elles-mêmes. Il n'y en a pas de meilleures ou de moins bonnes. Il y a des motivations qui vont concerner finalement, on dit des motivations altruistes, c'est-à-dire participer aux avancées de la science pour que d'autres patients aussi, par la suite, bénéficient de ces traitements-là. Ça peut être aussi d'accéder à un traitement innovant en se disant que finalement, on accède là à des molécules qui sont toutes neuves, à la pointe, par exemple, et ça peut être une motivation. Il y a la question aussi de simplement faire confiance. Il y a des patients qui vont se remettre tout simplement en fait, à la proposition, au conseil de leur médecin parce qu'ils leur font confiance et ils se disent qu'à ce moment-là, le médecin sait ce qui est bon pour eux. Ça peut être une motivation. Il y a la question aussi de soutenir l'espoir. Alors qu'est-ce que c'est que soutenir l'espoir? C'est finalement de se donner aussi une chance à soi, d'ouvrir une fenêtre qu'on n'aurait pas eue autrement.
et de se dire, bah voilà, c'est peut-être une porte que je veux ouvrir, une fenêtre à saisir pour continuer d'espérer, en fait, d'aller vers du mieux, d'améliorer sa santé. Et puis aussi, parfois, moi, j'ai pu l'entendre de certains patients, finalement, c'était aussi de continuer à s'assurer de maintenir le lien avec une équipe de soins, en se disant que finalement, à un moment donné, si on s'arrêtait là dans les soins, on allait peut-être plus être accompagné et que si on avait une difficulté, au moins là, en étant suivi de très près, on savait qu'on allait avoir un interlocuteur. Donc moi, j'ai pu l'entendre chez certains patients. Ça pouvait être aussi une motivation très forte, finalement, choisir, un essai pour continuer d'être accompagné. Par contre, à l'inverse, ce qui peut venir, au contraire, peut-être questionner cette participation aux essais, on l'a évoqué, je l'ai évoqué tout à l'heure en transversal, ça peut être tous les inconvénients perçus. Il y a cette idée d'image du cobaye que j'aimerais évoquer avec vous parce qu'elle est souvent rapportée par les patients, finalement, cette idée. Alors, c'est sans doute en lien effectivement avec la représentation animale des expérimentations, mais par rapport à l'idée des animaux, la représentation d'animaux, c'est se dire, bah, je vais peut-être risquer de souffrir. Ça reste de l'expérimentation et donc je vais subir des choses pas très agréables. Et puis c'est aussi peut-être derrière cette idée de perte de contrôle. C'est-à-dire que finalement, on n'est plus complètement maître, de base de son calendrier, de son agenda, et qu'on n'est plus décideur, en fait, finalement, dans ce qui se passe au niveau du traitement. Donc ça, pour certains patients, ça peut leur faire peur, d'où cette idée, en fait, de cobaye, et du côté de la souffrance et du côté de subir des traitements. Je crois que vraiment cette idée-là, elle peut être complètement pondérée justement, enfin remise en question par rapport au dialogue qui peut s'instaurer avec les équipes en fait qui mènent, les essais, ne serait-ce que en se sentant finalement aussi considéré dans le fait qu'on est une personne, qu'on peut avoir des inquiétudes et c'est dans les réponses en fait et dans l'écoute qui va être apportée par rapport à ces inquiétudes-là que je crois que peut complètement se défaire en fait cette idée de reçu, et qui fait peur de cobaye parce qu'avant tout on reste une personne et qu'on va être écouté dans ses inquiétudes et accompagné. Je crois que le terme d'accompagner a été aussi plusieurs fois évoqué et c'est vraiment, très, très important. La pénibilité des gestes, répétés, invasifs, des fois, c'est vrai que les patients peuvent avoir cette idée que, on l'a dit, hein, de par les besoins, de recherche, il peut y avoir beaucoup de prélèvements, et ça vient de façon répétée et on a l'impression parfois qu'on n'est pas forcément soigné par ces gestes-là, en fait. C'est vraiment, de l'ordre du protocolaire. Hem Là aussi, je crois qu'on peut remettre en perspective les choses avec cette notion de sens, en fait, donné, à ces gestes-là, à ces examens répétés. Et là aussi, c'est l'accompagnement par l'équipe, qui va redonner du sens à ces prélèvements, à ces biopsies, à tout cela, comme ça a été très bien expliqué, auparavant. Je ne reviendrai pas sur l'incertitude sur les risques, on l'a évoqué. Et peut-être enfin et on ouvrira sans doute sur d'autres choses, mais sur cette idée de, finalement je fais peut-être ça, pour d'autres et pas forcément pour moi. Et c'est vrai qu'à titre individuel, on peut se poser aussi cette question-là. C'est finalement, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Et il faut aussi pouvoir s'y retrouver, c'est vrai. On n'est pas forcément que dans ce questionnement pour les autres, en fait. Il faut pouvoir trouver son équilibre dans cet engagement-là, qui comporte, on l'a dit, qui peut comporter beaucoup de choses bénéfiques, pardon, mais aussi voilà, des risques et des inconvénients. Donc peut-être pour terminer, et puis j'essaierai de répondre à vos autres questions s'il y en a, et puis on reviendra sans doute sur les témoignages d'Emmanuel et d'Alessandra. Je crois que finalement, le regard et les motivations portées sur les essais cliniques, ça va dépendre en fait de la valeur qu'on accorde à la recherche, sans doute de ses motivations propres, et puis de la confiance qu'on peut accorder, alors à la fois dans le protocole de la recherche, dans l'équipe d'accueil, dans l'institution aussi qui porte ces essais. Et que tout ceci va être bien sûr, je pense, pondéré en fonction, en face, du côté des équipes qui mènent ces essais-là, de l'écoute, de la considération accordée et bien sûr de la qualité de l'accompagnement.
Merci beaucoup, Cécile, Charles, pour ces 2 slides, je trouve, qui sont vraiment très intéressants parce qu'on sent aussi finalement un peu la balance, toutes les questions qu'on doit se poser, ce qui nous tire vers dire oui, ce qui nous tire vers dire non, les appréhensions. Et du coup, j'avais une première question avant peut-être de réessayer de donner la parole à Alessandra. C'est finalement, on a vu, donc il y a un temps d'information, il y a un temps de consentement, avec souvent donc un délai qui peut être de quelques jours souvent, pour que la personne, le patient, puisse prendre sa décision de participer ou pas à l'essai. Et si on se remet dans 2 situations, j'allais dire, qui reviennent souvent dans l'expérience des patients, soit ça peut être comme Emmanuel, je suis au tout début de mon parcours de soins, je viens d'avoir le choc du diagnostic, c'est quand même beaucoup de questions qui se posent en plus. Et puis sinon, ça peut être aussi, par exemple, quand la maladie évolue, c'est une mauvaise nouvelle, on a de l'appréhension, elle a échappé au précédent traitement, donc là, on nous propose d'entrer dans un essai. Et du coup, on est aussi bouleversé, j'allais dire, par cette étape d'évolution de la maladie. Est-ce que il y a des personnes plus ou moins habilitées à répondre ou accompagner les patients dans cette période autour de ce type de questions? Et vers qui, voilà, peut-on leur conseiller peut-être pas de donner un avis, hein, mais plutôt de poser ces questions, d'aider à peser le pour et le contre? Je crois qu'il y a plusieurs interlocuteurs possibles en fonction déjà de comment on se sent avec tel ou tel interlocuteur. On l'a dit, il y a de toute façon tout ce qui est, tout ce qui est, il y a l'oncologue référent, bien sûr, il y a donc effectivement les différents professionnels qui, qui vont intervenir autour de l'essai. Il y a toujours le médecin traitant qui, normalement, est aussi un interlocuteur de confiance et qui peut peut-être proposer un espace un peu à part de l'équipe qui suit les patients pour leur cancer. Et puis après, il y a des professionnels comme les psychologues qu'on peut aussi aller voir. Souvent, on se dit qu'on va voir un psychologue quand on va très mal ou pour faire une thérapie. Eh bien, en fait, pas que. On peut aussi aller voir un psychologue juste pour trouver un espace neutre où on puisse poser en fait ces questionnements de manière assez ouverte et sans jugement. Des fois, ça peut effectivement complètement aider de pouvoir simplement poser en fait ces questions, d'aider à les dérouler, à réfléchir, à peser le pour et le contre. Donc ça, c'est pour les professionnels. Et bien sûr, il y a la place essentielle des proches aussi, comme interlocuteur de confiance. Alors justement, par rapport aux proches, on peut aussi se dire que pour les proches, ça peut poser aussi des questions. Est-ce que je laisse mon mari, ma femme, mon enfant, ma sœur rentrer dans un essai? Est-ce que finalement est-ce que les proches ont besoin d'informations? Est-ce qu'ils sont aussi accompagnés sur les questions spécifiques peut-être qui peuvent se poser? Est-ce qu'ils ont les mêmes appréhensions que les patients, par exemple? Alors, je dirais que la position de proche n'est pas simple, justement, parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que souvent, voilà, quand il y a une consultation médicale, c'est quand même souvent le patient qui est au cœur de cette consultation médicale et donc souvent les professionnels de santé s'adressent avant tout au patient et essayent de répondre à ses interrogations à lui. Donc, alors ça dépend des professionnels. Il y a des professionnels qui ouvrent la discussion possible aux proches, mais pas toujours, voilà. Quand on a un proche, on censure parfois aussi ces questions. C'est ressenti en tout cas devant le patient qu'on accompagne parce qu'on n'a pas envie de l'inquiéter, parce qu'on n'a pas envie, voilà, de surcharger ce qui peut être déjà du vécu émotionnel du patient. Donc, il y a souvent cette censure-là. Parfois, certains proches ne s'autorisent pas non plus à se donner de la place, dans cette décision-là. Alors que quand on est proche, effectivement, on traverse l'épreuve ensemble, la plupart du temps. Donc par rapport à ces questionnements que pourraient avoir les proches, on pourrait avant tout, peut-être leur dire en fait déjà de s'autoriser à pouvoir évoquer cela avec le patient et de savoir ce que le patient accepterait ou pas qu'il soit évoqué avec les professionnels de santé, qui l'accompagnent.
Les proches peuvent aussi, bien sûr, se saisir bien de l'aide, des conseils du médecin traitant, c'est possible. Et puis aussi, de se tourner donc vers des psychologues. Et au-delà de ça, par exemple, la Ligue contre le cancer propose des groupes de parole, par exemple, à l'adresse des proches, justement pour pouvoir permettre ce partage d'expérience qui est particulier aussi. Dans les excusez-moi, si je peux, quand on a préparé l'émission ensemble, vous m'aviez parlé effectivement de la Ligue pour les groupes de parole proches et patients et également de la Société française et francophone de psycho-oncologie. Et on va mettre le lien sur le chat pour que les gens puissent s'y référer. C'était bien ça, Madame Charles? Alors, la Société française et francophone de psycho-oncologie ne propose pas en fait directement, par exemple, de groupes de parole. Par contre, effectivement, on peut y trouver en fait des références tout à fait intéressantes sur ce sujet-là, à la fois pour les proches et pour les patients, et sur les modalités d'accompagnement pour les uns comme pour les autres. Oui, tout à fait. Super, c'est fait. Merci beaucoup. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ou des choses que vous souhaiteriez donc qu'on aborde avec Cécile Charles donc dans la rubrique questions. N'hésitez pas, on essaiera de prendre vos interrogations. Et je propose à Alessandra, qui normalement doit pouvoir s'exprimer maintenant, peut-être de rebondir par rapport à son expérience. J'allais dire notamment sur le fait qu'elle a donc aussi, que vous avez donc Alessandra été amenée à quitter l'essai pour donc revenir vers votre centre, et du coup qui sont ces interlocuteurs qui vous ont accompagné, qu'est-ce qui a été voilà, qu'est-ce qui est important peut-être dans ce parcours que vous aimeriez partager avec nous? Mais oui, je me suis trouvée au moment où je devais sortir des essais cliniques. Donc, l'essai clinique s'est arrêté de marcher pour moi. Donc, j'ai été confrontée à la question, est-ce que je rentre dans mon petit hôpital où je connais très très bien mon ancien oncologue, ou est-ce que je reste dans les grands centres de cancérologie au sein de l'équipe de l'essai clinique? Alors déjà, je ne savais pas si les oncologues de l'essai clinique allaient pouvoir m'accepter. Donc, même si c'était clair, l'oncologue m'avait dit, oui, même si ça échoue, vous resterez chez nous. Là, j'ai eu la nette perception, au moment où ça s'était terminé, que les oncologues du centre disaient, bon, madame, maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Là, j'ai dit non. Moi, je voudrais savoir, moi, en tant que patient, j'ai le choix de rester ici, de rentrer à l'hôpital d'où je viens. Elle a dit oui, aucun souci. Ça a créé sans doute un peu une situation un peu difficile hein, pour mon ancien oncologue et mon actuel oncologue du centre. Parce que j'ai resté sa patiente et mon ancien oncologue, mais en même temps, donc, la jeune oncologue du centre des recherches allait s'occuper de moi. Je fais ces choix parce que j'ai supposé que il y avait pour moi plus de possibilités d'avoir d'autres traitements innovants, chose qui était le cas. On a parlé de mon cas d'un RCP moléculaire. Donc, même si j'ai sans doute perdu une bonne part d'humanité que je connaissais de mon petit hôpital. Ça c'est sûr. C'est assez dépaysant, c'est une équipe de recherche, mais je ne regrette pas. Pour le moment, je suis restée dans les grands centres, même si j'ai quand même encore comme référence mon oncologue du petit hôpital où tout a commencé. Merci beaucoup, Alessandra. Et je trouve que c'est intéressant, Cécile, peut-être de rebondir sur ce lien. En fait, parfois, donc, on connaît son oncologue depuis longtemps. On est éventuellement amené à être pris en charge donc, par une équipe de recherche. Et puis, comment se tisse ce lien? Ce n'est pas forcément la même chose avec une équipe de recherche. Donc, est-ce qu'on peut effectivement garder ce lien avec son oncologue référent tout au long de la recherche? Et est-ce qu'on peut, comme Alessandra, un peu choisir après d'avoir un suivi mixte, par exemple?
Alors effectivement, oui, on peut tout à fait conserver le lien avec son équipe référente tout au long des essais. Je crois que ça dépend du type de relation établie en fait entre chaque patient et son centre et surtout les professionnels référents. Après, effectivement, enfin, c'était très bien évoqué par Alessandra, c'est des vécus pas très simples en fait. D'une part, en général, de quitter son équipe de référence pour aller vers une équipe d'accueil, on va vers l'inconnu. Et puis parfois, on n'est pas très à l'aise par rapport à une relation de confiance qui a été tissée par ailleurs. Et puis, il y a une difficulté également lorsqu'on quitte l'essai clinique et se pose la question de l'après, avec à la fois les inquiétudes pour sa vie, et puis sur cette idée de finalement vers qui se tourner. En pratique, ce n'est pas toujours si simple pour les patients de choisir l'équipe avec laquelle ils continuent les traitements. D'une part, parce que parfois les équipes en fait, donc vers lesquelles avaient été orientés les patients pour la recherche n'ont pas forcément d'autre chose à proposer que ce qui pourrait être proposé en fait, par l'équipe d'adressage, si j'ose dire, l'équipe de référence. Et donc là, parfois, il n'y a pas forcément toujours, en tout cas du côté de l'équipe de la recherche qui a accueilli pour la recherche, toujours la justification en fait, à poursuivre le suivi avec les patients, même si on entend complètement aussi les raisons en fait des patients sur ce besoin de choisir, et puis parfois parce que finalement ils ont noué une relation avec l'équipe de recherche et puis ils souhaitent la poursuivre. Donc c'est parfois pas toujours simple, mais là encore le dialogue entre le patient, l'équipe de référence et l'équipe d'accueil de recherche est essentiel, et ça, il y a différents moyens aujourd'hui pour maintenir ces liens-là et ces échanges. Merci beaucoup. Je vais devoir, comme d'habitude, clore cette session et cette émission qui était extrêmement intéressante. Merci à tous. Emmanuel, je voyais que vous écriviez, c'est tout à fait normal. Non, c'est donner du temps pour les autres et accepter de répondre aux questions. C'est pas normal. C'est fait avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance et c'est super. Et donc, on voulait remercier tous les orateurs, Alessandra, Emmanuel, Madame Cham, Madame Villain-Ségère, le professeur Girard et le docteur Talbot qui était en ligne, ainsi que tous les gens qui sont maintenant fidèles au rendez-vous. On a 2 rendez-vous qui nous attendent, le 3 et le 15 décembre. Le 3, c'est sur comprendre ma biopsie. Le 15, c'est sur mieux comprendre les thérapies ciblées. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et vous allez recevoir, après cette webconférence, un questionnaire. N'hésitez pas à répondre. Ça nous permet toujours de nous améliorer et d'avoir des sujets aussi qui peuvent vous intéresser, sur lesquels on basera nos prochains programmes. Voilà, écoutez, c'était un plaisir. J'espère que nous avons répondu à vos questions. Et à très bientôt. Très bonne soirée à tout le monde. Et encore merci. Merci. Au revoir.